bienvenida a España. Esta visita, que se suma a otras anteriores, como la de la presidenta Xoifra Oleri en 2003 o el presidido Raimondi en 2018, refuerza la apuesta del Tribunal Constitucional por el diálogo entre la cooperación y el entendimiento. La relación entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos está basada en el respeto mutuo y en la unidad institucional. España puede considerarse con razonable apoyo como uno de los países con un sistema de garantías de los derechos humanos más sólido y consistente, no solo por el escaso número de condenas, bien por no haber contado nunca con condenas estructurales sistémicas. Esta situación, entre otras muchas circunstancias, el Tribunal Constitucional, en el ámbito del diálogo entre tribunales, acoge con normalidad, como no puede ser de otra manera, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Nada más comenzar su andadura, la quinta sentencia de la historia de nuestro tribunal, la sentencia 581 de 13 de febrero, citó la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por primera vez. Desde entonces, hace hoy ya más de 45 años, la doctrina elaborada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es citada profusamente en nuestros pronunciamientos, en el ámbito del recurso de amparo para la protección de los derechos fundamentales, constituyéndose muchas veces en la base de nuestra decisión. Además, desde nuestra sentencia 155/2009, el Tribunal Constitucional consideró como uno de los supuestos que dota de especial trascendencia constitucional a una demanda el hecho de que el problema constitucional planteado pudiera dar ocasión al Tribunal para aclarar o cambiar su doctrina, precisamente como consecuencia de un cambio en la doctrina de los órganos de garantía encargados de la interpretación de los tratados y acuerdos internacionales a los que se refiere el artículo 10.2 de nuestra Constitución. Este supuesto de especial trascendencia permite una rápida adaptación de nuestra jurisprudencia a la doctrina de Estrasburgo. Esta estrecha relación viene dada también por el mandato del artículo 10.2 de nuestra Constitución, que nos obliga a interpretar los derechos fundamentales y las libertades públicas conforme, entre otros instrumentos internacionales, al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Por lo tanto, estamos obligados a la aplicación de la jurisprudencia del Tribunal Europeo al interpretar nuestros derechos fundamentales. Pero esta obligación constitucional se ha convertido en una sana costumbre, porque el Tribunal la realiza con absoluta naturalidad. Tanto es así que en la jurisprudencia de tribunales del Tribunal Europeo y del Tribunal Constitucional Español, en la mayoría de los casos, se puede considerar mimética. Y con relación a la jurisprudencia del Tribunal Europeo, que se refiere a los casos españoles, el Tribunal Constitucional se ha sentido especialmente respaldado en algunos casos sensibles que afectaban a la propia función y autoridad del Tribunal. Me refiero, en primer lugar, a la decisión de 11 de febrero de 2025 del caso Costa y Rosselló y otros contra España. El asunto versaba sobre las decisiones adoptadas por el Tribunal Constitucional que supuestamente impidieron la celebración de debates parlamentarios que eran de interés general. El Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales sendas resoluciones del Parlamento catalán que se referían al inicio del proceso político, el proceso hacia una república catalana independiente, y que establecía que el Parlamento catalán debía dar los pasos necesarios para abrir ese proceso. La mesa del Parlamento, a pesar de las declaraciones de inconstitucionalidad de nuestro tribunal, adoptó de reiteradas decisiones por las que aceptó tramitar otras resoluciones para debate en el Parlamento. El Tribunal Constitucional, advirtiendo personalmente a los miembros de la mesa del Parlamento de que estaban desobedeciendo sus mandatos y que debían abstenerse de tomar iniciativas que pudieran suponer ignorar o eludar sus sentencias anteriores,
declaró nulas dichas resoluciones en el marco de la ejecución de sus sentencias anteriores. Pues bien, ante esas decisiones del Tribunal Constitucional, el secretario y el vicepresidente de la Mesa y un grupo de diputados acudieron a Estrasburgo, alegando la violación de su libertad de expresión, de su libertad de reunión y de sus derechos políticos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sin embargo, como he anticipado, respaldó la actuación de nuestro tribunal, destacando la amplia motivación ofrecida para anular las decisiones de los miembros del Parlamento de Cataluña. Consideró que la actuación del Tribunal Constitucional fue acorde al Convenio de Derechos Humanos, puesto que sus decisiones estaban previstas en la ley, perseguían un objetivo legítimo, como era el de proteger el orden constitucional, y no fueron desproporcionadas o, en el lenguaje del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se consideraban necesarias en una sociedad democrática. Especial importancia tiene, a mi parecer, el desarrollo que el Tribunal Europeo realizó del concepto de lealtad constitucional, que recordó debe entenderse como sometimiento a la supremacía constitucional, que no implica adhesión ideológica a la Constitución, sino acatamiento de las reglas políticas y del ordenamiento jurídico vigente y el rechazo de la pretensión de transformar la Constitución por medios distintos a los contenidos en las normas constitucionales y legales vigentes. Con esta decisión, el Tribunal Europeo reafirmó la posición del Tribunal Constitucional como guardián de la Constitución y como su intérprete supremo, incluso por encima de resoluciones adoptadas en el ámbito de la autonomía parlamentaria. También fue respaldada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la actuación del Tribunal Constitucional en la parte que le correspondió actuar con relación a los recursos indispuestos por determinados líderes independentistas sobre su prisión provisional. En la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos muy reciente de 6 de noviembre de 2005, en el caso Sánchez y Picañol y otros contra España, el Tribunal Europeo desestimó sus interpuestos. Los hechos se referían básicamente a la prisión decretada por los tribunales nacionales respecto de los demandantes al ser imputados y a la desestimación del Tribunal Constitucional de los recursos de amparo interpuestos contra estas decisiones. Pues bien, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos descartó las alegaciones planteadas y afirmó que no se apreciaba ningún elemento de ilegalidad o arbitrariedad en los fundamentos fácticos y jurídicos de la medida de prisión provisional que sufrieron los demandantes. Tampoco apreció el Tribunal Europeo violación alguna de los derechos políticos de los demandantes, y con ello se ratifica en estas dos recientes sentencias y muy relevantes la función esencial de nuestro Tribunal Constitucional como máximo garante e intérprete supremo de los derechos fundamentales, una función que debe ser respetada por todos los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, para garantizar la vigencia de la Constitución, el Estado de Derecho y el imperio de la ley. Con ello, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en dos sentencias, como digo, muy recientes y muy relevantes, ha ratificado plenamente los criterios del Tribunal Europeo. Señoras y señores, el pasado 4 de noviembre se celebró el 75 aniversario del Convenio de Roma. Aprovechando esta efemérides, me permitirán que ponga en valor el convenio que trasciende su dimensión normativa para proyectarse como un auténtico patrimonio inmaterial compartido, como el reflejo de una identidad europea asentada en valores comunes como la paz, la justicia, la libertad y la igualdad. En torno a él se han tejido una conciencia jurídica común, un lenguaje compartido de derechos y libertades que reconoce en la dignidad de la persona su último fundamento. Por ello, me congratula enormemente poder recibir en esta casa al presidente del Tribunal Europeo como muestra de nuestro compromiso de contribuir a la articulación de la Europa de los derechos. El presidente Guillomard ha sido profesor del Instituto de Estudios Políticos de París. Ha sido profesor asociado de Derecho Público en la Universidad París Sur
y ha sido secretario general del Instituto Francés de Ciencias Administrativas. En los años 2013 y 2020, AZOC del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, siendo nombrado juez titular en 2020 y presidente del tribunal en el año 2025. Querido presidente, sin más dilación, le cedo la palabra. Y muchas gracias a todos por su atención. Gracias. Monsieur le Président du Tribunal constitutionnel, Madame la Présidente du Tribunal constitutionnel, Mesdames et Messieurs les membres du Tribunal constitutionnel, Mesdames et Messieurs les magistrats, chères toutes, chers tous, merci d'abord de vos mots d'accueil, Monsieur le Président. C'est un honneur et un plaisir pour moi d'être ici parmi vous aujourd'hui avec la juge élue au titre de l'Espagne, la juge Elosegui, chère Maria, et la greffière de la Cour, Maria Elena Thierry. J'avais eu déjà la chance, depuis le début de mon mandat de président, d'accueillir au Palais des Droits de l'Homme, en janvier dernier, lors de notre rentrée solennelle, une délégation composée de juges du tribunal constitutionnel que j'ai plaisir à retrouver aujourd'hui. De même qu'il y avait des membres de la Cour suprême avec laquelle nous avons passé hier la première journée de cette visite officielle. Mais je tiens à vous dire qu'il est particulièrement important pour moi de venir sur place, dans votre palais, pour nourrir, incarner et développer encore le dialogue. Le dialogue des juridictions, mais aussi et surtout le dialogue des juges. Car j'ai cette conviction que je crois vous partagez, Monsieur le Président, que la coopération entre les institutions passe d'abord par les liens personnels, de confiance, entre celles et ceux qui les font vivre. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il est très important pour moi de pouvoir m'exprimer au sein de votre tribunal, devant un parterre de haute et grande qualité, pour évoquer, grâce à votre invitation, et merci encore pour votre hospitalité et votre accueil, le rôle de la Cour européenne des droits de l'homme comme Cour constitutionnelle des droits humains à l'échelle européenne, en même temps que de souligner l'importance de la place qu'occupent les juges constitutionnels de chacun des États membres dans l'économie générale du système de la Convention européenne des droits de l'homme. Vous y avez fait allusion, Monsieur le Président, je serai donc bref. L'article 10 de votre Constitution prévoit lui-même ce pont entre la source constitutionnelle de la protection des droits fondamentaux et leurs fondements internationaux et européens. Et je crois que c'est extrêmement remarquable de noter qu'un an après votre Constitution de 1978, l'Espagne ratifiait la Convention européenne des droits de l'homme, donnant ainsi toute sa portée pratique à cette passerelle constitutionnelle qui est exemplaire à mes yeux de l'imbrication que doivent pouvoir les ordres juridiques nationaux au sein des pays membres du Conseil de l'Europe et l'ordre juridique de la Convention. Cette disposition consacre un choix fondamental que votre constituant a décidé de faire, c'est-à-dire d'inscrire la protection nationale des droits humains dans une conception ouverte. Et ça renvoie à la dimension universelle de ces droits fondamentaux, qui sont tout à la fois espagnols, européens, internationaux, parce qu'ils sont universels. Ça repose, ce choix fondamental et fort et inspirant, repose sur l'idée d'une continuité, d'une communauté d'idées entre la source constitutionnelle et puis le fondement conventionnel. C'est bien cette conviction qui avait présidé à l'élaboration et à l'adoption de la Convention européenne des droits de l'homme.
Dès l'origine, les fondateurs du système pensaient inscrire le texte européen à la source des ordres juridiques nationaux. La Convention s'est marquée par la Cour dès le début de son activité, et notamment un peu plus tard dans une affaire de plénière Irlande contre le Royaume-Uni. La Convention est en effet un traité qui déborde le cadre de la simple réciprocité entre les États contractants, car elle est un réseau d'engagements signalagmatiques bilatéraux qui créent des obligations objectives bénéficiant d'une garantie collective. C'est en cela que ce système n'a pas d'équivalent. Elle fait de chacune et de chacun, c'est-à-dire de l'individu, un sujet de droit international, directement titulaire de droits subjectifs, et dont le respect est sanctionné par un mécanisme international confié à la Cour européenne, dont les arrêts sont exécutoires. Mais ce système s'inscrit dès l'origine dans le cadre d'une responsabilité partagée. Ce n'est pas la Cour toute seule qui a la charge de veiller au respect effectif de ces droits fondamentaux que nous avons en partage. C'est la Cour, à son tour et à sa place, avec les autorités nationales, avec les juridictions internes. C'est pourquoi nous avons la Convention en partage. C'est pourquoi cet ordre public européen dont l'instrument est la Convention, ainsi que le rappelle notre arrêt Loisidou contre Turquie, cet ordre public européen ne doit pas être compris comme s'imposant aux ordres juridiques nationaux, se substituant aux ordres juridiques nationaux, supplantant les ordres juridiques nationaux, mais embrassant, se nourrissant de ces ordres juridiques nationaux, de la même manière que ceux-ci puisent certaines sources d'inspiration dans la Convention. C'est un mouvement, nous en avons déjà parlé, Monsieur le Président, d'aller et venue. La Convention est donc l'instrument d'un ordre public européen qui constitue à l'échelle du continent la déclinaison régionale des droits universels qui avaient été proclamés dès 1948 par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais pour autant qu'elle constitue l'écho fait à l'échelle européenne universelle, elle a aussi une caractéristique propre à notre continent. Dès l'arrêt Golder contre le Royaume-Uni, la Cour le rappelle. Les valeurs protégées par la Convention, l'état de droit, qui en est la meilleure expression, représentent l'une des caractéristiques du patrimoine spirituel commun des États membres du Conseil de l'Europe. Et donc, nous avons cet héritage précieux entre toutes nos mains, qui vient d'une histoire commune. Et c'est pour cela que la responsabilité partagée n'est pas un vain mot. C'est pour ça qu'elle n'est pas seulement un instrument au service du principe de subsidiarité. Elle est le moteur même d'un système qui ne peut pas se comprendre sans cette inscription dans une diversité juridique, historique, culturelle, qui fait à la fois la richesse et la raison d'être du système conventionnel. J'ai beaucoup travaillé l'année dernière, vous avez évoqué les 75 ans de la Convention, sur les travaux préparatoires. Lorsqu'en 1950, en quelques mois, ça a commencé en 1949, en quelques mois, les représentants des 12 États fondateurs se sont retrouvés et ont discuté. En quelques semaines, on a vu se cristalliser un projet visionnaire qui était le fruit de convictions enracinées dans les expériences personnelles de celles et ceux qui avaient vécu l'entre-deux-guerres, qui avaient vécu l'horreur de la Seconde Guerre mondiale, qui avaient souffert dans leur chair du militarisme, qui avaient été les témoins et parfois les victimes de l'horreur de la Shoah, et qui avaient tiré de cette expérience tragique une conception absolument déterminée d'organiser les conditions du plus jamais ça. Eh bien, puisque je citais les travaux préparatoires, le représentant suédois, M. Wistrand, y affirmait déjà, et je le cite, « Ce qui est essentiellement européen, ce qui constitue notre patrimoine incontesté, c'est la conception de l'État comme une société édifiée sur le droit,
Une société où tout citoyen peut vivre à l'abri de tout acte arbitraire, où il n'y a pas de place pour des mesures arbitraires, quelles qu'elles soient. Et c'est cela que nous avons reçu en héritage. Cette construction d'un système qui protège chacune et chacun de l'arbitraire. Avec, au cœur du système, l'individu, pour lequel l'État doit mettre toute son action, et au cœur de l'individu, le respect de la dignité de la personne humaine. Dans le texte de la Convention, l'état de droit, qu'il soit pris dans sa dimension substantielle, matérielle, se traduit d'abord par l'idée qu'il existe des droits fondamentaux, fondamentaux parce qu'ils sont fondés par la personne humaine, et fondamentaux parce qu'ils sont au fondement de l'humanité, qui doivent être sanctuarisés. Et d'une certaine manière, ces droits fondamentaux constituent ce que je pourrais appeler l'identité constitutionnelle des individus. Il y a une identité constitutionnelle des États et il y a une identité constitutionnelle des individus. Je parle de la dignité. Et nous devons concevoir l'une avec l'autre, pas l'une contre l'autre. C'est le pari génial de ceux qui ont bâti le système, de dire l'État, qui peut être défaillant, l'État peut être menaçant, l'État léviathan, comme l'appelait René Cassin, doit au contraire être pensé, conçu et contrôlé comme tel, comme celui dont la souveraineté va s'exercer exclusivement au soutien de la souveraineté des personnes humaines. Deux souverainetés qui s'adossent l'une à l'autre. Et c'est cela que nous devons essayer de faire vivre aujourd'hui dans un contexte plus compliqué que jamais depuis la Deuxième Guerre mondiale. Je reviens d'Ukraine, je le disais, où j'ai fait une visite officielle en rencontrant les juridictions supérieures du pays, comme j'ai le plaisir de le faire ici à Madrid. Je suis frappé de la capacité de nos homologues ukrainiens de continuer en temps de guerre, dans un pays en guerre, à faire ce travail-là, à placer dans le droit et dans la justice l'espoir que ce sont les seules conditions qui permettront le retour de la paix. Cet exemple nous inspire. Et quand notre cour, lorsque notre cour, qui a fait le choix historique de conserver une juridiction résiduelle à l'égard des affaires concernant la Russie, après l'expulsion de la Russie en 2022 du Conseil de l'Europe, consécutive à l'invasion massive de l'Ukraine. Lorsque notre Cour juge des affaires concernant la Russie, elle fait deux choses à la fois. Et je voudrais citer notamment l'affaire interétatique que la Grande Chambre a rendue en juillet de l'année dernière, Ukraine et Pays-Bas contre Russie. En constatant de manière claire et absolument expresse une série de violations systématiques à l'égard d'un certain nombre, je dirais d'un grand nombre de droits protégés par la Convention. Consécutif à ce qui s'est passé en Ukraine depuis 2014 et depuis 2022, depuis le début de la guerre. La Cour, à la fois, constate les atteintes portées dans les droits des personnes. Ce sont les violations des droits humains. Et vient au soutien de la souveraineté de l'Ukraine, en rappelant qu'en s'attaquant de la sorte aux personnes, aux populations civiles, aux victimes individuelles, c'est l'identité juridique de l'Ukraine que la Russie cherchait à effacer. Et dans cet arrêt de Grande Chambre, la Cour a montré non seulement qu'elle était à ce jour la seule juridiction internationale ayant engagé la responsabilité de la Russie pour les faits survenus en Ukraine, mais que le pari des pères et des mères fondateurs du système était toujours d'actualité. En protégeant les droits des individus, on protège la souveraineté de l'État. Parce que ces deux souverainetés, étatiques et personnelles, vont ensemble. Et notre Cour a été au rendez-vous, et je peux vous dire qu'elle continuera d'honorer ses responsabilités, quels que soient les temps qui viennent et le contexte que nous traversons. Pourquoi je peux être aussi optimiste? Parce que je veux vous dire ici que nous le ferons avec vous.
vous, les juges des pays, des États du Conseil de l'Europe, vous, les juges nationaux, vous, les juges constitutionnels. Et je voudrais vous dire merci de cette responsabilité partagée. Je peux vous dire, au nom de la Cour, que nous sommes forts, parce que je sais que nous sommes forts. Et merci du fond du cœur. Parce que ça n'est pas toujours facile. Je le sais. J'ai discuté hier à la Cour suprême, j'ai discuté aujourd'hui avec vous, Monsieur le Président. Je sais, et ça n'est pas le cas seulement en Espagne, les difficultés que rencontrent aujourd'hui dans tous les pays les juges. Tout simplement pour faire leur travail. Tout simplement pour continuer d'exercer leur mission en toute indépendance. C'est aussi pour cela qu'il y a ce devoir de solidarité entre juges que j'ai rappelé lors de mon discours au moment de la rentrée solennelle en janvier dernier. Une solidarité entre les juges, non pas simplement pour nous apporter le soutien mutuel dont nous avons besoin, certainement pas par esprit de corporatisme, mais pour nous renforcer les uns les autres au soutien de l'état de droit que nous servons, au soutien de la démocratie dont les juges sont les acteurs, dans le cadre d'une séparation des pouvoirs bien compris. Séparation des pouvoirs qui se retrouve à l'échelle du Conseil de l'Europe. Et je tiens à dire que les institutions qui ont été bâties par le traité de Londres transposent à l'échelle régionale cette articulation entre l'exécutif, c'est le comité des ministres, le législatif, c'est l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, et le judiciaire, la Cour, qui est l'organe judiciaire de l'institution, de l'organisation. Alors j'en viens maintenant plus précisément à l'idée que j'avais soulevée d'emblée, dans la première partie de mon propos. Comment partager avec vous la manière dont nous travaillons pour valoriser les identités constitutionnelles des États membres, comment nous nous appuyons, grâce au dialogue étroit qui existe entre la Cour et les cours constitutionnelles, pour préserver un socle commun de principes et de valeurs, cet ordre public européen. Celui-ci ne doit pas être conçu comme un facteur d'uniformisation au détriment des identités constitutionnelles nationales. Je l'ai dit, l'ordre public européen englobe et non exclut les identités constitutionnelles, et cela est absolument consubstantiel au système de la Convention, dont la substance trouve ses racines dans les politiques et juridiques communes aux États membres. Je peux citer encore un des représentants lors des travaux préparatoires de 1950. Cette fois-ci, c'est le représentant du Danemark, M. Kraft. Voilà ce qu'il disait, qui doit continuer de nous animer, de nous inspirer. La richesse spirituelle dont nous bénéficions du fait de la diversité des nations européennes, richesse qui a été un facteur de plus en plus puissant de notre développement commun, doit nous faire comprendre que les États de l'Europe ne peuvent véritablement faire honneur à leur héritage européen qu'à la condition qu'ils résolvent ensemble leurs difficultés communes sans renoncer à l'individualité acquise au cours de leur histoire. Notre travail, c'est bien depuis l'origine de valoriser à l'échelle européenne, dans notre jurisprudence, les spécificités constitutionnelles, les traditions juridiques nationales, pour tenir compte du contexte. Et c'est cela le pragmatisme judiciaire aussi de la Cour, qui est en réalité la seule façon dont nous pouvons interpréter et appliquer la Convention en restant fidèles à l'intention des fondateurs. C'est interpréter le texte dans un contexte qui tient compte des spécificités historiques, culturelles, mais de l'évolution des circonstances également. L'arrêt Saviskis et autres contre Lettonie de 2022, rendu par la Grande Chambre, c'est un arrêt de non-violation, est très emblématique, à mes yeux, de cette capacité de la Cour à prendre à bord ce que les juges constitutionnels d'un État ont dit dans l'exercice de leurs fonctions. C'était une question très délicate qui était en cause et qui avait déjà donné lieu à un arrêt de Grande Chambre de violation, cette fois-ci, mais quelques années auparavant. La question des pensions de retraite
des non-citoyens en Lettonie qui avaient exercé des périodes de travail en dehors du pays à l'époque de l'Union soviétique. Et il y a une différence de traitement, il y a une différence de traitement entre les résidents non citoyens et les citoyens. La Cour avait d'abord conclu à une discrimination. Et la Cour constitutionnelle n'avait pas lâché prise, d'une certaine manière, tout en acceptant l'autorité qui s'attache aux arrêts de violation de la Cour. Elle était revenue dans un arrêt plus détaillé, plus motivé, en expliquant, dans le cadre d'un raisonnement juridique, en quoi l'identité constitutionnelle de la Lettonie était en cause dans cette question. Et dans le second arrêt, celui de 2022, en s'en remettant à cette explication renouvelée, précisée, détaillée de la Cour au sujet de ces principes constitutionnels du pays liés au contexte historique, et notamment aux conditions du rétablissement de son indépendance après l'occupation soviétique, la Cour a changé de solution et a constaté une non-violation reconnaissant la légitimité de mesures qui avaient été prises pour sauvegarder l'identité nationale de la Lettonie dans le cadre de la Cour. C'est un dialogue jurisprudentiel qui montre que nous sommes à votre écoute. Et cela marche dans les deux sens. Je ne voudrais pas prendre trop de temps car je crois qu'il est important de garder un temps d'échange pour les questions et réponses. Mais l'affaire de Grande Chambre Fernandez-Martinez contre Espagne de 2014 illustre cette capacité aussi de dialoguer et de trouver avec le temps des ajustements réciproques qui conduisent à un équilibre convergent. Cette affaire espagnole est très emblématique, à mes yeux aussi, de cette agilité respective que les cours constitutionnelles, en l'espèce la vôtre, et la Cour européenne, manifestent. Et ça, c'est tout à fait important. Je crois que lorsque nous avons rendu cet arrêt de 2014, on ne soulignera jamais à quel point, à la fois, vous le savez très bien, c'est le contexte religieux et les relations entre l'État et la religion, la Cour avait pris le soin de rappeler la grande variété des modèles constitutionnels qui existent au sein des États membres. On l'a rappelé dans une autre affaire française, l'année d'après, hein, l'affaire Ebrahimian, et elle avait très clairement fondé sa solution, le non-renouvellement, vous savez, d'un professeur sous contrat, un professeur de religion catholique, sur votre raisonnement, sur l'analyse que votre tribunal avait faite pour expliquer comment on pouvait combiner à la fois l'identité constitutionnelle et le plein respect des exigences conventionnelles. Je crois que cet exemple est important. Comme le précédent, cela illustre la place centrale que les cours constitutionnels occupent dans l'économie du système. Un rôle de protection des droits fondamentaux, une fonction à la fois de premier remède et de filtre, ce sont vos propres termes, Monsieur le Président, en amont de notre cours, mais aussi une garantie de l'effectivité au plus près des individus de la garantie des droits dont ils sont titulaires. Et enfin, une source d'inspiration pour notre jurisprudence. Et de ce point de vue-là, je voudrais souligner l'efficacité remarquable du recours d'amparo. Nous en parlions ce matin. Je peux également citer le recours constitutionnel individuel qui existe. On a fait la comparaison ce matin, Monsieur le Président, dans votre bureau. En assurant un contrôle approfondi des atteintes aux droits fondamentaux des individus, interprété sur le fondement de votre Constitution, mais en harmonie avec la Convention, vous permettez, dès le premier stade, de remplir totalement les individus de leurs droits. Dans l'arrêt Arribas-Anton contre Espagne, le requérant alléguait une droit d'accès au tribunal constitutionnel à propos de l'idée que le recours d'amparo était subordonné à la démonstration de l'existence d'une importance constitutionnelle spéciale. C'était à la suite d'un changement de la loi organique, si je ne me trompe pas. La Cour a d'abord jugé que ce changement législatif avait un but légitime, parce qu'il visait à améliorer le fonctionnement de votre tribunal et, ce faisant, à renforcer la sauvegarde des droits fondamentaux.
Ensuite, elle a relevé que compte tenu du rôle spécifique que vous jouez, il était tout à fait légitime d'assortir la procédure du recours d'amparo de certaines doses de formalisme, d'exigences formelles qui vous protègent en même temps. Et je peux vous dire que moi qui ai été 25 ans juge au Conseil d'État avant d'être élu juge à la Cour européenne, j'ai toujours dans ma tête l'expérience du juge interne que j'ai été pendant 25 ans. Et je sais qu'en protégeant le juge interne d'un afflux massif ou difficile à gérer de requêtes, on protège en réalité l'état de droit, car on permet aux tribunaux de se concentrer sur l'essentiel, de ne pas être submergés par l'inutile. Et donc, il y a une dose d'exigence formelle qui est en réalité une garantie pour le justiciable, plus que pour l'appareil de justice. Et j'ai beaucoup d'exemples que je pourrais partager avec vous. Enfin, dans cette affaire, la Cour a relevé que ce critère de l'importance constitutionnelle spéciale allait être précisé, appliqué par la jurisprudence de votre tribunal, marquant ainsi toute la confiance qu'elle a dans ses interlocuteurs judiciaires pour faire vivre, dans le respect de l'intérêt des droits individuels, un texte qui, in abstracto, laisse place à une certaine forme d'interprétation. Et ça, c'est la confiance de la Cour vis-à-vis de votre tribunal qui s'est. Et enfin, dans cette affaire, je prends le temps de la détailler parce que pour moi, elle est parfaitement emblématique de comment ça marche. La Cour a rappelé qu'il ne lui appartenait pas de se substituer aux autorités nationales pour définir des politiques qui seraient les plus appropriées sous l'angle de la Convention, qu'il y avait une certaine marge d'appréciation, pouvoir d'appréciation. Et on retrouve la subsidiarité dans ces deux volets. Il y a le volet procédural, l'épuisement des voies de recours internes, et c'est là que votre recours d'amparo joue un rôle essentiel. Et puis il y a le volet matériel, ce pouvoir d'appréciation laissé à l'autorité nationale. Et en l'espèce, la Cour a jugé que le requérant n'avait pas été privé de la substance de son droit d'accès à un tribunal, puisque les critères étaient prévisibles et que la procédure allait de toute façon faire l'objet d'un examen juridictionnel effectif. Voilà ce que j'ai eu plaisir à rappeler avec vous aujourd'hui. Voilà comment s'organise concrètement, dans le plein respect des exigences de la Convention, un dialogue judiciaire fondé sur le respect de nos rôles respectifs et nourri par cette confiance mutuelle qui doit nous animer aujourd'hui plus que jamais. Cette confiance, c'est le moteur de la subsidiarité. La subsidiarité, principe inhérent au mécanisme de la Convention, est au cœur de tout ce que je viens de décrire. Et vous le savez très bien, ce principe directeur figure désormais dans le préambule de notre Convention depuis l'entrée en vigueur du protocole numéro 15. La Cour n'a pas attendu ce protocole pour faire sienne ce principe directeur guidant à la fois l'étendue et les limites de son intervention. Et bien souvent, nous avons rappelé que les autorités nationales jouissaient d'une légitimité démocratique directe et ce faisant se trouvaient mieux placées que le juge international pour se prononcer sur les besoins et les contextes locaux, notamment lorsque les questions en jeu sont d'ordre moral, sociétal, qu'elles soulèvent des questions complexes et qu'il n'y a pas de consensus en Europe sur la question en litige. Et c'est pourquoi, intervenant ainsi à son tour, après l'épuisement des voies de recours internes et à sa place dans les limites de sa supervision subsidiaire, la Cour agit avec le souci de n'être jamais une juridiction de quatrième instance, de ne jamais substituer son appréciation à la vôtre dans l'interprétation du droit interne. Nous avons une complémentarité de nos offices. Et c'est pour ça que je crois qu'il est important de rappeler, et je ne le ferai jamais assez, qu'il n'y a dans le système conventionnel aucune relation verticale ou hiérarchique entre la Cour et les juridictions nationales, mais une complémentarité qui s'inscrit dans un réseau de relations horizontales. C'est cela le modèle de responsabilité partagée. La déclaration de Copenhague le décrit très bien.
Permettez-moi de citer simplement ce qu'elle dit. Pour qu'un système de responsabilité partagée soit effectif, il doit exister une bonne interaction entre le niveau national et le niveau européen. C'est à nous de développer les conditions de cette interaction. Grâce à un dialogue juridictionnel continu, dynamique, structuré, propre, franc, parfois nous ne sommes pas d'accord, nous nous écoutons, nous pouvons aussi respecter nos différences. Nous pouvons le faire et nous le faisons. C'est ce que permet la confiance mutuelle. Et donc, cette logique de complémentarité doit être la seule que nous avons à mettre en œuvre. Absolument aucune relation hiérarchique, mais une coopération multilatérale qui prend plusieurs formes. Permettez-moi juste de saluer le grand succès du réseau des cours supérieures qui s'est mis en place en 2015 et qui compte aujourd'hui 112 juridictions, plus 5 membres observateurs et représentant les 46 États membres. Permettez-moi aussi, j'en parlais dans la voiture tout à l'heure, de dire à quel point le protocole 16, qui permet aux juridictions supérieures de poser des demandes d'avis consultatifs à la Cour, est un instrument qui illustre cette logique de complémentarité. En ajoutant au contrôle traditionnel ex post qu'exerce la Cour, une coopération en amont ex ante sur les questions de principe touchant à l'interprétation et à l'application de la Convention. Et je me réjouis que l'Espagne ait signé ce protocole en 2024 et qu'il soit entré en vigueur en 2025. De même qu'hier, à la Cour suprême, j'ai appelé de mes vœux une demande d'avis espagnol. Je le fais aujourd'hui devant vous. Après un moment de gel, les demandes sont revenues devant notre Cour. Demande de la Cour suprême ukrainienne, 2 cette année, demande aussi venant du Luxembourg, de la Slovénie, et j'espère que ce protocole du dialogue sera nourri par des demandes venant des juridictions espagnoles. Car c'est en dialogue constant avec les juridictions nationales que la Cour a réussi à façonner depuis 75 ans un ordre public européen qui définit ce qui nous est commun dans le respect de ce qui et la richesse de l'Europe, c'est-à-dire les différences. Le ius commune européen est une construction itérative permanente, je dirais une co-construction itérative permanente. Et comme je l'ai dit, nous sommes fidèles à l'intention des fondateurs qui nous ont demandé de construire les conditions de la sauvegarde et du développement des droits de l'homme ensemble, qui nous ont demandé d'animer la Convention ensemble, d'en faire cet instrument vivant, marque du pragmatisme judiciaire de la Cour, seule façon de répondre directement à la nécessité d'actualiser la portée de la Convention grâce à une interprétation évolutive de ses dispositions. Je le disais tout à l'heure, la Cour a interprété le texte dans un contexte. L'instrument vivant, la doctrine de l'instrument vivant, loin de l'enfermer dans une posture idéologique, comme on nous le reproche parfois à tort, nous conduit à rester toujours réalistes, en inscrivant notre travail d'interprétation dans la réalité du moment, saisi de faits et de situations qui reflètent l'évolution de la société, les transformations économiques, technologiques, politiques survenues depuis 1950, et qui pour la plupart étaient ignorables il y a 75 ans, notre Cour permet d'apporter une réponse effective à des questions qui n'étaient pas à l'agenda il y a 75 ans. Le changement climatique, les enjeux bioéthiques, la surveillance de masse, l'utilisation de l'intelligence artificielle. Ce ius commune européen est donc le résultat d'une construction itérative permanente entre les cours nationales et la Cour européenne des droits de l'homme. Cette coopération peut se traduire par des décisions de rejet ou des arrêts de violation. Dans notre histoire récente commune, il y a eu des arrêts de violation. Je pense par exemple à l'affaire Agi et LE contre Espagne de 2025, s'agissant d'une question de viol commise par soumission chimique, dans laquelle la Cour a conclu à une violation de l'article 3 et 8. Soulignant un certain nombre de difficultés propres à l'établissement de la réalité dans un contexte de pareille violence, et rappelant
que les autorités nationales sont tenues à une diligence particulière dans la recherche des faits. Et je tiens, pour éviter qu'ils se reproduisent, bien évidemment, mais aussi pour apporter une réponse et un remède effectif aux victimes. Mais je tiens à dire, cet arrêt de violation s'inscrit dans un contexte général où nous avons d'abord de plus en plus d'affaires qui touchent aux violences sexuelles, à la parole des victimes, dans cette situation particulièrement difficile, et qui concernent beaucoup d'États. Et nous avons constaté des violations concernant la Grèce, la République tchèque, beaucoup concernant la France, dans un moment de temps assez ramassé. Ce qui montre aussi la valeur ajoutée d'un contrôle européen, en étant saisi dans un temps assez ramassé, d'affaires qui posent des questions similaires et qui viennent de plusieurs systèmes juridiques différents, de plusieurs appareils judiciaires différents. Et en constatant dans chacune de ces affaires des violations, la Cour n'agit pas comme un tribunal chargé de sanctionner les juridictions internes ou les autorités nationales. Ça n'est pas notre rôle. Elle agit comme ce sonneur d'alarme que Pierre-Henri Tedjen nommait, là encore, dans les travaux préparatoires. D'une certaine manière, les défaillances constatées, parce qu'elles en même temps dans toute une série de systèmes, révèlent simplement un besoin d'actualiser le cadre juridique et le cadre pratique de la mise en œuvre de ce cadre juridique à des circonstances qui surgissent de manière inédite à nos yeux. Et donc, beaucoup plus que disciplinaire, l'intervention de la Cour doit être vue comme incitative à réaliser ensemble un progrès. Nous sommes d'une certaine manière l'abeille qui pique et fait le miel. Nous sommes l'aiguillon qui pousse les systèmes nationaux à progresser. Pas contre eux, mais avec eux. Et parfois, je voudrais terminer en citant maintenant une décision également emblématique de ce caractère fructueux de ce dialogue judiciaire, une décision de rejet. C'est l'affaire Otegui-Mondragón du 23 octobre dernier. Il y avait eu un constat d'abord dans cette même affaire, Otegui-Mondragón, une violation. Et vous avez engagé une procédure de révision. Et dans le cadre de cette procédure de révision, vous avez réexaminé le grief d'impartialité, qui rend toutes les conséquences de notre premier arrêt. Et lorsque le requérant est revenu devant nous, nous avons dit que vous aviez tout à fait loyalement, correctement, complètement interprété notre première décision. Et nous avons rejeté la requête. Là aussi, c'est tout à fait emblématique du caractère gagnant-gagnant de ce dialogue judiciaire. Gagnant pour l'ordre public européen, gagnant pour la légitimité du système et gagnant pour l'efficacité du système. Sous l'impulsion conjointe de vos tribunaux et de notre Cour européenne, c'est ainsi que nous parvenons, jour après jour, à apporter une protection toujours plus concrète et toujours plus effective à chacune et à chacun. Nous avons la Convention en partage. Nous sommes toutes des juges de cette Convention. Et pour rester fidèles à l'élan de progrès voulu par les fondateurs du système, nous devons continuer de dialoguer, d'échanger, de coopérer pour faire de cet instrument de l'humanisme juridique la garantie effective du droit des gens. Des occasions comme la rencontre d'aujourd'hui sont précieuses. Elles montrent que les valeurs communes nous rassemblent et qu'ensemble, nous sommes plus forts pour les protéger. C'est à cette seule condition que nous pourrons continuer à tendre vers l'objectif qui est celui au fondement du Conseil de l'Europe, à savoir réaliser une union toujours plus étroite entre ses membres, au travers de la sauvegarde et du développement des droits humains, pour réaliser les idéaux qui n'ont rien d'utopique, de paix et de justice. Je vous remercie de votre attention.
Muchas gracias, señor presidente, por esta excelente conferencia que nos levanta el ánimo a todos ante esta idea de trabajo conjunto a nivel europeo y de sentirnos parte de toda una evolución en favor de la justicia, los derechos fundamentales y también el reforzamiento de Europa. Tiene ahora la palabra los señores magistrados o letrados que deseen hacer alguna intervención para contribuir al diálogo entre tribunales que estoy seguro que el presidente acogerá con dedicación. ¿Alguna intervención, por favor? Allí tenemos a... Buenos días, soy Carlos Ortega, letrado del Tribunal, que además tuve el privilegio de trabajar en el Tribunal Europeo durante unos años. Y mi pregunta es sobre un tema que ha mencionado, de los nuevos derechos y la interpretación que se hace del convenio para poder darles una protección, como es el cambio climático. Y la pregunta es, además de la sentencia de febrero de 2024 que se condenó a Suiza por el artículo 8, precisamente por esta lucha o por la insuficiente lucha al cambio climático, si considera el presidente que es suficiente esta interpretación del convenio, digamos, residenciando esta lucha o esta afectación de derechos fundamentales en el artículo 2, derecho a la vida, o el artículo 8, o si considera necesario o conveniente ir un poco más allá y una modificación quizá del convenio a través de sus protocolos, digamos, singularizando un derecho fundamental, un derecho humano a un medio ambiente sano, que es algo que está, digamos, que es polémico, que está en la doctrina, y me gustaría saber cuál es su posición y si el Tribunal Europeo tiene algunos casos nuevos, aparte de esta importante sentencia de Gran Sala de febrero de 2024. Muchas gracias. Répondre maintenant, si vous voulez, Monsieur le Président. Question après question. Oui. Je vous remercie de votre question. C'est extrêmement intéressant, voyez-vous, parce que la dernière fois que j'ai été amené en dehors de la Cour pour parler de ce sujet, c'était au Parlement helvétique. Et je peux vous dire qu'un certain nombre de parlementaires suisses m'ont interpellé sur cette même affaire de Grande Chambre du 9 avril 2024, avec la même question, mais peut-être pas avec les mêmes arrière-pensées. Et donc c'est extrêmement intéressant, parce que voyez-vous, notre Cour, elle est confrontée toujours au fait que ce qu'elle rend comme décision, ou ce qu'elle est supposée devoir rendre, donne lieu à des réactions très différentes. Réactions très différentes qui peuvent s'expliquer aussi par le statut des personnes que nous avons avec qui nous dialoguons. Vous êtes juge et quand j'ai parlé avec le président de la Cour du tribunal fédéral suprême suisse, il était plutôt sur la même ligne, alors que des parlementaires peuvent avoir légitimement d'ailleurs une autre approche. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement emblématique de la démocratie et de la séparation des pouvoirs. Une cour doit rendre ses décisions, mener sa politique judiciaire en anticipant que les membres du Parlement, de l'exécutif ou du judiciaire ne vont pas réagir de la même manière à ce qu'elle fait ou ne pas avoir les mêmes anticipations sur ce qu'elle devrait faire. Ça doit nourrir notre réflexion, mais ne pas nous imposer un agenda. Voilà, ça c'était une petite façon de commencer à vous répondre en disant que cela me frappait. Et c'est ça aussi, je dirais, la joie de la démocratie. Alors, pour vous répondre, je dirais qu'effectivement, la Cour a été assez loin dans l'interprétation de la Convention. Vous avez cité à juste titre les articles 2 et 8 en définissant des obligations positives en matière de lutte contre le changement climatique. Dans ces arrêts-là, elle a été plus loin que ce qu'elle avait déjà rendu en matière environnementale classique, parce qu'elle a considéré que le changement climatique soulevait une question inédite de survie de l'humanité. Et elle a d'ailleurs, de manière presque de bon sens, expliqué que défendre les droits de la personne humaine dans un monde qui n'existerait plus n'a pas de sens. Et donc que la jouissance effective des droits individuels suppose aussi de maintenir un cadre de vie planétaire apte à permettre la jouissance effective. Alors, nous avons été assez loin. Nous avons aussi innové dans cette affaire en reconnaissant pour la première fois la nécessité de prendre en considération les intérêts des générations futures.
Et nous avons défini un certain nombre d'obligations positives avec une grande marge de manœuvre sur les moyens, mais marge d'appréciation un peu plus, on va dire, restreinte sur les objectifs, qui passent par la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et pour ce faire, la Cour s'est appuyée sur un triple consensus. Et permettez-moi de dire un mot de cela. Parce que c'est ça qui nous a permis, à droit constant, c'est-à-dire en l'absence de tout texte dans la Convention ou de tout protocole qui traite directement du droit à un environnement sain, d'aller si loin. C'est ce triple consensus scientifique que nous avons documenté sur des centaines de pages, politique, qui s'est traduit notamment par les accords de Paris, et juridique ou judiciaire plus exactement, puisque la Cour a pris le soin de relever qu'il y avait eu un certain nombre de juridictions qui avaient commencé déjà à rendre justiciable la question du changement climatique. La Cour suprême des Pays-Bas, bien sûr, avec l'affaire Ouganda, mais nous avions la Cour d'appel de Belgique, qui venait de rendre un arrêt, le tribunal de Karlsruhe, le Conseil constitutionnel français, et donc il y avait un mouvement à l'œuvre qui, ajouté au consensus politique et au consensus scientifique, a permis à la Cour de ne pas excéder, à mes yeux, j'ai siégé dans la grande chambre et j'ai voté la solution, donc je la défends aussi à titre personnel, de ne pas excéder son rôle judiciaire en allant si loin, sans même aucune disposition qui traite expressément de la question. Et je note que depuis lors, la Cour internationale de justice ou la Cour interaméricaine des droits de l'homme ont pris des chemins similaires, citant d'ailleurs nos arrêts. Faut-il maintenant aller plus loin textuellement parlant ? Là, je vais vous dire trois choses de manière très claire. D'abord, ça n'est jamais à mes yeux au juge de décider des textes qu'il doit appliquer. Ça, c'est le propre de la séparation des pouvoirs. Nous interprétons et appliquons des textes, et pour cela, nous devons nous en remettre aux autorités compétentes pour prendre ces textes. Dans l'ordre international, ce sont les États souverains qui doivent décider, s'ils le souhaitent, d'amender la Convention, de prendre un protocole additionnel ou une convention ad hoc ou non. Et du point de vue de l'organe judiciaire de présider, je n'ai rien à dire là-dessus. C'est le choix des États. Et nous ferons ce qu'ils feront. Nous ferons ce que nous avons à faire dans le cadre du choix qu'ils auront fait. C'est-à-dire, autrement dit, s'il n'y a pas de nouveaux textes, les affaires qui vont continuer d'être jugées, je peux répondre à cette question. Nous avons rendu une affaire concernant la Norvège cette année, qui a complété un petit peu ce qu'avait fait la Grande Chambre, en traduisant cela aussi par une obligation de moyens, c'est-à-dire de réaliser des études d'impact environnemental sur des projets qui, à grande échelle, peuvent avoir sur le changement climatique. Et nous avons d'autres affaires, notamment une affaire autrichienne qui sortira bientôt, je ne peux pas vous dire le délai. Donc nous allons avoir un certain nombre d'affaires encore. Si le droit reste en l'état, notre jurisprudence restera dans la dynamique que nous avons engagée. Si maintenant, c'est la deuxième chose, le texte change, c'est-à-dire que les États prennent le temps de négocier, d'adopter, un amendement, un protocole ou une convention ad hoc. Bien. Nous appliquerons ce nouveau texte, complètement. Mais ce que je veux dire là aussi, et c'est mon troisième point, c'est que on ne peut pas savoir ce qu'ils feront. Est-ce qu'ils iront moins loin que notre jurisprudence ? Et c'est aussi la tentation tout à fait légitime de certains, de vouloir peut-être tempérer la portée de ce que la Cour a déduit par son interprétation évolutive de la Convention, en encapsulant de manière un peu plus limitée, stricte. Nous en tirerons les conséquences. Peut-être qu'ils voudront aller plus loin. Ça nous donnera un titre tout à fait renouvelé pour développer la jurisprudence. Et peut-être qu'ils se borneront à codifier la jurisprudence, comme la Convention d'Istanbul a codifié notre jurisprudence depuis Opus, par exemple, contre Turquie en matière de violence domestique ou de violence conjugale. Et à ce moment-là, nous tirerons les conséquences de ce qui a été fait. Mais le dernier point que je veux toujours ajouter quand on me pose cette question, il y avait une jurisprudence de la Cour. La Convention d'Istanbul a, d'une certaine manière, attrait dans l'ordre normatif de droit positif cette jurisprudence. Ce qui est venu nous conforter. Et nous citons la Convention d'Istanbul. Et puis il y a des arrêts, il y a des États qui n'avaient pas ratifié la Convention d'Istanbul.
Et nous avons continué à appliquer notre jurisprudence. Et puis il y a des États qui l'avaient ratifié et qui l'ont dénoncé. Et nous continuons d'appliquer notre jurisprudence. Et donc, je veux dire par là, en terminant, en traitant directement de la séparation des pouvoirs par laquelle j'ai commencé, que ça pose une question de séparation des pouvoirs. Parce que précisément, les États viennent nous dire, mais écoutez, on fait quelque chose, et finalement votre jurisprudence continue à suivre sa vie, indépendamment de ce qu'on a fait ou défait. Et ça, c'est une question redoutable, sur laquelle je n'ai pas de réponse à apporter à titre personnel, mais qui, je peut se poser de la même manière pour vous, juge constitutionnel. Y a-t-il un effet cliquet dans la sauvegarde des droits fondamentaux? Et ça c'est une vraie question. Et c'est une question à laquelle nous n'allons pas échapper. Le consensus est-il aussi susceptible de conduire à une marche arrière? On me pose souvent la question. Et là, je vais plus loin que votre question de l'environnement. Oui, alors, vous constatez qu'il y a un consensus, par exemple, sur l'union des personnes de même sexe. C'est Fedatova contre Russie. Et vous constatez une violation de l'article 8 pour le refus d'accorder, non pas le mariage, parce qu'il n'y avait pas de consensus, mais une forme d'union civique. Et si demain, dans les ordres juridiques des États qui avaient majoritairement reconnu pareille possibilité, il y a des marches arrière résultant d'un choix démocratique, sur lequel nous, les juges, nous n'avons rien à dire. Alors, est-ce que vous allez constater que le consensus a fait demi-tour? Et vous allez revenir sur ce que vous avez jugé. C'est une question ouverte, nous devrons la trancher. Y a-t-il ou non un effet cliquet dans la sauvegarde des droits humains? La seule manière, pour le moment, de réfléchir et d'anticiper à comment y répondre, en ce qui concerne la Convention, c'est de rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure. Dans le préambule, on nous demande d'assurer la sauvegarde et le développement des droits de l'homme, pas le rétrécissement des droits de l'homme. L'axe de progrès est une trajectoire qui me semble avoir été très clairement tracée par les fondateurs du système. J'ai répondu, j'espère, à votre question, un peu plus sûrement, mais j'espère pas moins que ce que vous espériez, monsieur. Muchas gracias, señor presidente, por esta interesante respuesta. A lo que ha sido también una interesante pregunta. Yo podría añadir que el Tribunal Constitucional Español también ha tenido una resolución importante sobre este tema cuando se ha pronunciado sobre la personalidad jurídica del Mar Menor, que también es un tema de medio ambiente sobre el cual el Tribunal Constitucional Español ha tenido una resolución importante. ¿Alguna otra cuestión que se quiera plantear? Inmaculada, por favor, señora vicepresidenta. Gracias y en primer lugar felicitar al presidente por la intervención y la conferencia que nos resulta de gran utilidad. Y lo que yo voy a pedir es una reflexión sobre la que ya se ha apuntado en la conferencia, y es una reflexión acerca de el complejo panorama actual que se experimenta en el escenario internacional, pero también que afecta al escenario europeo, donde tenemos, como ya se ha comentado, la guerra de Ucrania. Quiero un poco la reflexión del presidente sobre cuál es el papel del Tribunal de Estrasburgo y también de los tribunales domésticos nacionales en esa labor que entiendo que es muy importante de salvaguardar y preservar este escenario de derechos consolidados, porque evidentemente comprobamos cómo hay corrientes respecto de determinadas materias que significan pues un retroceso o un intento de retroceder en derechos adquiridos. Y me gustaría saber la opinión del presidente sobre de qué manera el Tribunal de Estrasburgo y los tribunales constitucionales pueden ayudar a preservar ese escenario de salvaguarda de derechos adquiridos y también, por supuesto, para activar el avance en aquellos nuevos derechos, como el que se ha mencionado, derechos que debemos a las nuevas generaciones. Yo sé que es un problema
y filosófico, pero sin duda su reflexión nos podrá ayudar a entender el camino de los tribunales. Gracias. Merci Madame la Vice-Présidente pour votre question qui s'inscrit directement à la suite de ce que j'ai dit à la fin de ma première réponse. L'effet cliquet et les droits acquis, et comment fait-on pour éviter qu'ils ne soient mis en cause? Je vais commencer par la dernière chose que vous avez dite dans la traduction. On me parle de quel chemin prend la Cour européenne. C'est assez intéressant. Je l'ai dit tout à l'heure, notre politique judiciaire, c'est celle du pragmatisme. C'est-à-dire que nous n'avons pas une route préétablie autre que celle que le texte et les auteurs du texte nous ont fixée. Et dans le cadre de cette trajectoire, l'instrument vivant, la trajectoire de progrès, nous sommes pragmatiques, c'est-à-dire que nous tranchons les affaires qui nous sont portées, et puis nous le faisons en appliquant le texte dans le contexte. Le contexte peut nous conduire à dégager des principes concernant des situations qui n'avaient pas de précédent, parce que nous avons des défis inédits. On parlait du changement climatique, mais par exemple, ce que nous avons dégagé en matière de surveillance de masse, ce que nous sommes en train depuis plusieurs années maintenant sur la question qui fait beaucoup débat en Espagne notamment de la famine, nous conduit à, cas après cas, dégager des principes directeurs, des standards partagés qui vont dans le sens d'un développement de nouveaux droits. Bien. Il ne s'agit pas d'inventer un droit, ça serait contraire aux limites de notre pouvoir, mais de nouveaux droits dérivés des droits qui existent, plus exactement des droits enrichis. Et par exemple, autour de l'article 8, nous avons la vie privée, l'autonomie de la personne, et nous avons dérivé de ce droit-là des droits attachés, mais qui ne sont pas complètement nouveaux, de la même manière de ce que nous avons fait en matière environnementale pour les articles 2 et 8. Je crois que ça, c'est une frontière très importante. Nous n'avons pas de compétence ou de légitimité pour inventer un nouveau droit. On parlait de la doctrine de la Cour suprême du Canada sur le moving tree et living tree. Nous faisons nôtre cette doctrine du living tree. La Convention est un arbre vivant dont nous sommes chargés de cueillir les fruits. Mais nous ne pouvons pas planter un nouvel arbre. Nous ne pouvons pas inventer un nouveau droit ex officio qui ne serait sorti de nulle part. Nous dérivons par une jurisprudence évolutive, dans le sens du progrès, des droits qui viennent enrichir, en réalité, l'arsenal des libertés fondamentales dont chacune et chacun est doté. En réalité, ce sont les circonstances de fait portées devant nous qui nous conduisent à faire ça. Si ces circonstances de fait nous conduisent à devoir affronter une mise en cause de droits acquis, comment réagir? Je vais prendre un exemple qui va vous parler à toutes et tous. C'est celui de l'indépendance des juges. En réalité, nous pensions que l'état de droit était, au moins à l'échelle de l'Europe, un acquis définitif. Nous pensons la même chose pour la démocratie. Bon. Nous voyons que l'un et l'autre sont aujourd'hui mis en question. C'est un sujet de préoccupation partagée, et au-delà de l'Europe. Comme les acteurs chargés, parmi d'autres, de veiller au maintien d'un système démocratique, et pour cela d'être les garants de l'état de droit, nous devons réagir, dans la limite de nos compétences judiciaires, mais nous devons réagir, sinon nous manquons à notre rôle. Et ce qui me frappe, je l'ai dit hier, je le redis aujourd'hui, c'est de voir depuis plusieurs années que les litiges qui mettent en cause le bon fonctionnement de l'appareil judiciaire, qui traditionnellement étaient portés devant la Cour par des justiciables mécontents, des requérants qui se plaignaient du traitement inéquitable de leur affaire ou du manque d'indépendance ou d'impartialité des juridictions. Bien. Ces affaires-là sont, pour un certain nombre, et pas des moindres d'entre elles, désormais portées par les juges eux-mêmes. Nos requérants deviennent les juges, qui viennent, à travers la défense de leurs droits individuels, défendre le système de l'état de droit. Et effectivement, quand dans un certain nombre de pays, des réformes judiciaires se sont attaquées au déroulement de carrière des juges, ont affecté les conditions de leur nomination,
ont permis, sans contrôle juridictionnel, des révocations. Lorsque des procédures disciplinaires peuvent être menées à des fins qui n'ont rien à voir avec la répression de faits pendables, nous voyons bien comment un droit acquis, à savoir l'indépendance judiciaire, qui est à la fois un droit pour le juge, qui en est le garant, et pour le citoyen, et le justiciable, qui en sont les usagers et les bénéficiaires, et la société tout entière, eh bien nous agissons et nous constatons un certain nombre de violations. Nous l'avons fait sur des affaires polonaises qui concernent les réformes législatives intervenues après 2017. Nous avons rendu un arrêt important de grande chambre, Daniled contre Roumanie, s'agissant de la liberté d'expression du juge, rappelant ses limites, mais rappelant aussi quelles étaient les nécessaires libertés laissées aux juges pour s'exprimer au nom de la démocratie et de l'état de droit. Donc oui, dans ce cas-là, que je trouve très illustratif d'une mise en cause de quelque chose que nous pensions acquis. Qu'à l'échelle européenne, chaque système national garantirait de manière ferme et durable la pleine indépendance des acteurs du système. La Cour intervient. Et ce faisant, traduit dans ses arrêts cette solidarité entre juges dont je parlais hier et tout à l'heure. J'espère que j'ai répondu à votre question, mais croyez que lorsque on mettra en cause un droit acquis, la Cour ne restera pas inerte. Ça n'est pas son rôle. Nous ne pouvons pas accompagner les régressions faites aux droits humains. Sinon, autant fermer la porte tout de suite de notre palais. Nous avons été créés pour le contraire. Protéger ces droits et les développer. Mais ça ne peut se faire que dans les strictes limites de notre compétence. Nous ne pouvons pas inventer de nouveaux droits. Et nous ne devons pas nous prendre pour des législateurs que nous ne serons jamais. Car ça, une atteinte à l'état de droit, que de briser par un impérium judiciaire excessif le bon fonctionnement de la séparation des pouvoirs. Donc, cette légitimité que nous avons pour tenir bon implique aussi une constante réflexion sur les limites de notre rôle. Et pour cela, c'est utile que nous parlions. Car vous êtes confrontés aux mêmes difficultés, je le sais, et j'en parlais aussi avec d'autres juges constitutionnels d'autres pays. Savoir rester dans notre champ, mais dans ce champ-là, pleinement assumer nos responsabilités. J'espère que j'ai répondu à votre question, Madame la Vice-Présidente. Respondido muy bien, gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Pues si no la hay, damos por terminado la reunión. ¿Hay alguna, perdona? Ah, sí, bueno. ¿Quién? Bueno. Voy a ser breve. La magistrada María Luisa Segoviano, por favor. Sí, muchísimas gracias, señor presidente. Mi enhorabuena al presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ha sido una conferencia muy ilustrativa y al hilo de lo que nos ha ido explicando, ha habido una cuestión que a mí me ha llamado la atención un poco cuando ha dicho, es que el tribunal no está para imponer sanciones a los estados. Totalmente de acuerdo. Pero a mí hay una cuestión en las resoluciones del tribunal que siempre me ha llamado un poco la atención. Y es que, aunque la sentencia haya constatado y declarado que ha habido un incumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones positivas, que se ha vulnerado un determinado precepto del Convenio Europeo de Derechos Humanos, a la hora de establecer o fijar una reparación para la persona que ha visto vulneradas sus derechos, esta reparación suele ser muy escasa y en ocasiones, diría yo, inexistente. Estoy recordando un asunto que tuvo muchísima repercusión en el ámbito empresarial, en el ámbito laboral, el famoso asunto Barbulescu de Rumanía, en el que la empresa lo que hizo fue intervenir el correo electrónico del trabajador y tener conocimiento de las misivas que le enviaba a su hermano comentando su enfermedad, a su novia, sus relaciones amorosas, etcétera, etcétera. Bueno, tras 7 años de pleito en Rumanía y que la Gran Sala le diera la razón a este litigante diciendo que efectivamente se había vulnerado el artículo 8, el derecho a la vida privada y familiar, en el sentido de que se había vulnerado el secreto de la correspondencia,
terminó reconociendo esta vulneración, pero diciendo que era reparación suficiente el que se reconociera vulnerado el artículo 8 del convenio. Este hombre había perdido 7 años en pleito, había perdido su trabajo, no se le había indemnizado y finalmente le dejó su novia. Es decir, figura en la sentencia, ¿eh? La reparación me pareció algo escasa. Muchas gracias. No sabe lo que ganó. Vamos a dar entonces lugar a la última respuesta del presidente, porque luego ya estamos mal de tiempo, ya no habrá más preguntas y pasaremos al vino español. Ça, c'est une question qui pourrait prendre le temps du cocktail pour y répondre. Vous mettez le doigt sur une des caractéristiques de notre système qui fait que j'ai commencé par qualifier la Cour de Cour constitutionnelle des droits humains et qui repose sur le fait qu'en nous demandant de trancher des cas individuels, on nous demande en réalité de définir, en co-responsabilité avec les juges internes, les principes directeurs de l'ordre public européen. Et donc, je commencerai par la chose qui rassure, je veux dire. Au-delà de la situation concrète du requérant individuel, la Cour fait toujours œuvre utile. Parce qu'elle elle fait de toute façon œuvre utile, même quand ce sont des arrêts de rejet, hein, parce qu'on peut, par un arrêt de rejet très constructif, définir des lignes directrices qui sont porteuses d'avenir et fécondes. Mais là, en rappelant les limites de la possibilité de prendre connaissance de correspondances privées sur le lieu du travail au regard de l'article 8, la Cour a cadré les choses très clairement et a envoyé un signal qui s'applique dans les 46 systèmes juridiques du Conseil de l'Europe, que ça n'est pas possible. À charge ensuite pour chaque système de se mettre en ordre de compatibilité avec cet interdit. Et donc, en tout état de cause, nous avons fait quelque chose qui était utile et qui avait un impact, je dirais macro. Et ça, c'est notre fonction de Cour constitutionnelle. Mais maintenant, l'impact micro, l'avis du requérant. Bien souvent, j'entends pareil discours. Vous jugez trop tard, vous apportez une réparation sans commune mesure avec les souffrances ou les dommages subis. Sur ces 2 points, je vais vous répondre très clairement, au-delà du cas Barbulescu contre. Nous devons juger plus vite. Nous avons énormément progressé. Et nous allons continuer de progresser. C'est la dimension de case management essentielle à l'efficacité de notre contrôle. Mon prédécesseur, le président Spano, a mis en place avec le greffe, et je salue le travail de toutes les équipes qui sont sous l'autorité de Mariana Thierry, ce qu'on appelle la stratégie impact, qui consiste à identifier des affaires dont à impact pour les prioriser. Depuis la mise en place de ce système, en 2022, le délai moyen de traitement d'une affaire à impact est passé de 64 à 28 mois. C'est considérable. C'est encore peut-être un peu trop parce que l'objectif c'était 18 mois. Mais vous voyez les progrès que nous avons consentis. Et nous allons continuer à faire des progrès pour tenir par exemple les indicateurs Brighton, que chaque affaire soit jugée dans les 3 ans au plus tard de son enregistrement à la Cour. Plus vite quand c'est nécessaire, parfois avec un peu plus de temps, par exemple pour les affaires envoyées en grande chambre, qui demandent par nécessité un délai d'instruction et une préparation plus longue. Donc oui, vous avez raison. Si nous avions jugé plus vite, sans doute que la réparation serait arrivée en temps plus utile. Sur le reste, le remède concret, j'aurais aimé avoir le temps de parler de la restitution in integrum, de la satisfaction équitable. Malheureusement, nous n'avons pas le temps, peut-être autour d'un verre de vin pour poursuivre les échanges. La satisfaction équitable est faite précisément pour indemniser le requérant qui a été reconnu victime lorsque la restitution in integrum n'est pas possible. Et ensuite,
tout ça, ce n'est plus le problème de la Cour, c'est le comité des ministres qui est en charge de l'exécution de nos arrêts. Et ce sont les États qui doivent aussi, avec une liberté de moyens, sauf lorsque la somme a été fixée par la Cour, évidemment, se mettre en situation d'exécuter nos arrêts. Mais ce que je voudrais, et je terminerai par là, vous dire, c'est qu'en tout état de cause, même quand c'est trop tard, et ça l'est encore parfois, même quand c'est trop peu, et du point de vue de la victime, c'est souvent trop peu, ça n'est jamais rien, parce que nous avons rendu justice. Et ce que j'ai entendu en allant en Ukraine, de la part des Ukrainiens, sachant que la Russie ne coopère pas, que la Russie n'exécute pas nos arrêts, et même poursuit pour trahison ceux qui coopèrent avec la Russie. Et ils nous ont dit continuez de juger les affaires contre la Russie. Nous savons qu'elles ne sont pas exécutées, mais ce que vous avez fait en nous rendant justice n'a pas de prix. Et c'est ça qui est entre nos mains. Ensemble, nous rendons la justice. Merci. Muchas gracias a todos. Se levanta la sesión. Gracias, presidente. Merci beaucoup.